La duchesse Vivienne Berkeley sut qu'elle avait perdu à l'instant même où elle aperçut sa voiture devant la demeure de la comtesse d'Essex. Le phaéton noir verni, orné des armoiries des Drake sur sa portière, était garé juste devant l'entrée. Et le cocher, en livrée bordeaux et or, attendait patiemment tandis que les chevaux, une paire de magnifiques étalons gris, piaffaient d'impatience sur les pavés. Maximilien était arrivé le premier. Et dans les jeux de la haute société, comme Vivienne le savait parfaitement, celui qui arrive le premier prend l'avantage. « Arrêtez-vous ici », ordonna-t-elle à son cocher, et la voiture s'immobilisa à l'ombre des platanes qui bordaient Berkeley Square. Vivienne se renversa contre les coussins de soie, songeuse. Elle pouvait faire demi-tour et partir, en préservant sa dignité. Elle pouvait revenir demain, quand Maximilien aurait accompli sa mission et disparu. Mais Vivienne Berkeley ne reculait pas. Jamais. Elle ajusta ses gants du plus fin chevreau, gris perle, parfaitement assortis à sa robe de matin en mousseline d'une teinte lilas fumée. La robe était sobre, presque modeste. Une taille en pierre haute, de longues manches à poignets garnies de dentelle. Un ourlet sans fioriture superflue. Seule une fine broderie de fil d'argent au col et une délicate broche en forme de lys sur le corsage. Ses cheveux, d'un châtain foncé au reflet cuivré, étaient relevés en un chignon élégant sous un petit chapeau à voilette. Aucun luxe ostentatoire. La comtesse d'Essex appréciait la retenue plus que l'éclat. « Côte en 35, dit Vivienne, et le cocher avança la voiture jusqu'à l'entrée. Un laquais en livrée de la comtesse l'aida à descendre. Vivienne gravit les marches de marbre blanc, le dos droit. Elle était grande pour une femme, près de 5 pieds 7 pouces, et avait appris à en faire un atout, une prestance de reine, disait-on d'elle. Un regard capable de glacer sur place. Le majordome la conduisit au petit salon du premier étage. La pièce était baignée de la lumière matinale qui filtrait à travers les hautes fenêtres voilées de fines mousselles. Des meubles de style Louis XVI, des murs tendus de soie couleur champagne, et sur la cheminée, des figurines en porcelaine de Sèvres. Et là, dans un fauteuil près de la fenêtre, affalé avec une négligence impardonnable, il était assis. Le comte Maximilian Drake. Il se leva à son arrivée, lentement, avec la grâce nonchalante d'un prédateur qui sait que le territoire est déjà sien. Il portait une redingote de matin d'un vert si sombre qu'il en paraissait presque noir, impeccablement ajusté sur ses larges épaules. Un gilet de soie ivoire, une cravate nouée de manière complexe, une culotte claire et des bottes hautes. Ses cheveux châtains foncés étaient légèrement en désordre, soit par le vent, soit intentionnellement, pour créer l'image d'un homme qui n'a pas besoin de faire d'efforts pour être parfait. Mais ce qui irritait le plus Vivienne, c'étaient ses yeux. D'un vert éclatant parsemé d'étincelles dorées, il la regardait avec une moquerie à peine dissimulée. « Côte 132 » s'inclina-t-il avec une pointe d'ironie dans son geste. « Côte 103 sera côte 100. Là-bas sera. » Hocha froidement la tête. « Côte 135. Côte 106. » Il eut un petit sourire, le coin de sa bouche tressaillant. « Côte 107. » Vivienne sentit l'irritation monter en elle, mais n'en laissa rien paraître. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le canapé d'en face, s'asseyant sur le bord, avec une grâce parfaite. « Côte 139. » Il se rassit, croisant les jambes avec une désinvolture qui frisait l'insolence dans le salon d'une dame de la haute société. Côté 50. Vivienne serra son éventail si fort que les plaquettes d'os s'enfoncèrent dans sa paume à travers le gant. La vente de la comtesse d'Essex était le principal événement mondain de la saison d'automne. Tout l'argent était destiné à un fonds d'aide aux veuves et orphelins de guerre. Mais le plus important était l'honneur. Être choisi comme patron signifiait recevoir la bénédiction de l'une des femmes les plus influentes de Londres. Cela ouvrait des portes, créait des liens, renforçait une réputation. C'est précisément pour cela que Vivienne était venue. Et Maximilien le savait pertinemment. « Quelle noblesse !» dit-elle d'une voix mielleuse. « Canet 142,
Ses yeux verts brillèrent. Code 50. Un silence tendu et piquant s'installa. Ils se dévisageaient, tels deux duellistes choisissant le moment de porter le premier coup. Dehors, les marchands criaient, les sabots claquaient sur les pavés. Mais dans le salon, le temps semblait s'être figé. Code 145. La comtesse d'Essex fit son entrée dans la pièce. Une petite femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris sous un bonnet de dentelle et aux yeux gris perçants. Elle portait une robe d'intérieur bleu marine, sobre et élégante. Elle s'arrêta en voyant ses deux invités, et un éclair de compréhension traversa son visage. « Ah » dit-elle, avec une note de plaisir dans la voix. « Comte Drake, duchesse Berkeley, ensemble. Comme c'est intéressant. » Vivienne se leva, exécutant une révérence impeccable. « Comtesse, je vous remercie de me recevoir. J'espère ne pas arriver trop tôt. »« Pas du tout, ma chère. » La comtesse s'assit dans un fauteuil, invitant les deux autres à en faire de même. « Cote 140. Cote 151, dit Maximilien, les lèvres étirées en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Nous avons simplement des approches différentes pour atteindre les mêmes objectifs. Des approches différentes? Vivienne se tourna vers lui, haussant un sourcil. Vous appelez les intrigues, les manipulations et le chantage pur et simple des cocottes sire. Et vous appelez le calcul froid, l'arrogance et l'utilisation de votre titre, une inquiquote-bêtise. Il se pencha en avant, et une étincelle crépita entre eux, pas de l'hostilité, mais quelque chose d'autre, de dangereux. Au moins, je suis honnête quant à mes méthodes, votre grâce. La comtesse éclata de rire, un rire clair et sincère. Oh, comme j'aime vous observer tous les deux. Ces 3 dernières saisons, vous transformez chaque événement mondain en champ de bataille. Vous souvenez-vous de cet incident à l'exposition de Somerset House? Quand vous, comte, avez convaincu le prince de Galles d'acheter précisément le tableau que la duchesse convoitait pour sa collection. Son Altesse possède un goût impeccable, déclara Maximilien d'un air innocent. Coton sonore, remarqua froidement Vivienne. Coton. La comtesse leva une main, interrompant leur joute verbale. Coton 154. Elle se renversa contre le dossier de son fauteuil, croisant les doigts. Vivienne sentit une pointe d'anxiété. Ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'attendait. La comtesse d'Essex était réputée pour sa résolution, sa capacité à évaluer une situation et à prendre une décision en un instant. « Que tu sois répéta Maximilien, avec la même méfiance dans la voix. La comtesse sourit, et il y avait quelque chose de rusé dans son sourire. « Que tu sens Vivienne fronça les sourcils. « Que tu sens la de conscience. » Maximilien s'adossa à son fauteuil, étudiant la comtesse. Et quelles sont les règles de cette compétition? Aucune. Les yeux de la comtesse brillèrent. Utilisez toutes les méthodes que vous jugerez nécessaires. Vos relations, votre influence, votre charme. Tout ce qui est dans votre arsenal. La seule condition est que l'argent soit collecté honnêtement et destiné à une œuvre de bienfaisance. Vivienne réfléchissait à la proposition. C'était un piège, elle le sentait. La comtesse d'Essex ne se contentait pas d'organiser une compétition. Elle tramait quelque chose. Mais refuser signifiait admettre sa défaite. Admettre que le comte Drake l'avait surpassé. Et Vivienne Berkeley n'admettait jamais la défaite. « Oui », dit-elle avec détermination. « 167, ajouta Maximilien, la voix chargée de défi. La comtesse se leva, et tous deux suivirent son exemple. Ils sortirent l'enfant de la maison en même temps. Dehors, Vivienne se dirigea vers sa voiture, mais la voix de Maximilien l'arrêta. « Votre grâce, un instant. » Elle se retourna. Il se tenait près de son phaéton, la main sur la portière, et son regard avait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il sourit, un sourire de prédateur. Vivienne s'approcha, si près qu'elle sentait l'odeur de son eau de Cologne, quelque chose d'âpre, avec des notes de santal et de tabac.
Il se tenait si près que Vivienne pouvait voir les étincelles dorées dans ses yeux verts, voir la ligne de sa mâchoire se tendre. Quelque chose dans l'air entre eux. Eux avaient changé, s'était épaissi, chargé d'électricité. Ce n'était plus seulement de l'animosité, c'était quelque chose de plus dangereux. Vivienne fut la première à reculer, brisant l'instant. Au revoir, comte Drake. Sur le champ de bataille. Elle monta dans sa voiture, et le cocher fit démarrer les chevaux. Ce n'est que lorsque la demeure de la comtesse d'Essex disparut au détour d'un virage que Vivienne s'autorisa à expirer. Son cœur battait trop vite, ses mains tremblaient. La colère, se dit-elle. C'est juste la colère de le voir à nouveau sur son chemin. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait la vérité. Ce n'était pas de la colère, ou pas seulement. Les 2 jours suivants, Vivienne les passa à planifier. Elle convoqua ses plus proches conseillers. Lady Caroline, sa dame de compagnie et amie, et M. Fitzroy, l'intendant de sa maison londonienne, et un homme aux relations impeccables. Ils étaient assis dans son bureau, une pièce au premier étage du manoir Buckley sur Grosvenor Square. Les murs étaient lambrissés de bois sombre, et sur le bureau s'empilaient des lettres, des invitations, des factures. Par la fenêtre, on apercevait le jardin où les feuilles commençaient à jaunir, signe de l'automne approchant. « Il nous faut quelque chose de grandiose », disait Lady Caroline, une jeune veuve à l'esprit vif et aux relations dans les cercles les plus inattendus. Côte 123. Côte 104, proposa M. Fitzroy. Côte 125. Vivienne secoua la tête en arpentant la pièce. Elle portait une robe d'intérieur en fine laine d'un vert émeraude profond, les cheveux tressés en une simple natte. Elle aimait ces moments où elle pouvait laisser tomber le masque de la duchesse et simplement penser, planifier, agir. Côte 56. Elle s'arrêta près de la fenêtre, regardant le jardin, quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Un concert de bienfaisance ? Caroline feuilletait son carnet. Nous avons des contacts au Théâtre Royal. Nous pourrions inviter des artistes célèbres. On s'en approche. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Vivienne se tourna vers ses amis. Réfléchissez. Qu'est-ce que la haute société aime par-dessus tout? Qu'est-ce qui les fera débourser sans compter? Le scandale, dit Caroline, une lueur dans les yeux. Ils y aiment le scandale, ou du moins sa proximité. Vivienne se figea. Le scandale, bien sûr. Une loterie caritative, dit-elle lentement, l'idée prenant forme au fur et à mesure. Côte d'Or, Caroline se redressa, les yeux brillants. Côte d'Or 6. Côte de 7 os, fit remarquer M. Fitzroy. Côte de 7. Côte 209, dit Vivienne avec détermination. Côte 210. Elle prit une plume, commençant à dresser une liste. Côte 211. Ils travaillèrent jusque tard dans la soirée, dressant la liste des participants potentiels, planifiant la publicité, discutant des détails. À la fin de la journée, Vivienne y avait un plan clair. Il ne restait plus qu'à le mettre en œuvre et à vaincre le comte Maximilian Drake. Elle apprit ses plans par hasard, 3 jours plus tard. Lady Caroline revint de sa promenade matinale en agitant un journal. « Vivienne, tu ne vas jamais le croire !» Vivienne prenait son petit déjeuner dans la petite salle à manger, une pièce lumineuse avec des fenêtres donnant sur le jardin. Devant elle, une tasse de chocolat et une assiette de toast qu'elle n'avait pas touchée. Elle n'avait pas d'appétit, trop de pensées tourbillonnaient dans sa tête. Que se passe-t-il? Caroline jeta le journal sur la table. C'était le Bia Côte 18, l'un des journaux les plus lus de Londres. En deuxième page, une annonce en gros caractères. Le comte Drake présente. Le bal masqué de charité. En l'honneur de la collecte de fonds pour les veuves et les orphelins de guerre, le comte Maximilian Drake invite la haute société à un grand bal masqué dans son domaine de Hollow Hill. Entrée payante, dont minimum de 50 guinées. Costume obligatoire. Le mystère est garanti. Invitation sur demande. Vivienne lut l'annonce encore et encore, sentant la fureur monter en elle. Un bal masqué,
Génial. Les gens de la haute société adoraient les bals masqués. L'occasion de se cacher derrière un masque, d'être quelqu'un d'autre le temps d'une soirée. Et le mystère, la suggestion de quelque chose de risqué. Cela attirerait des foules. Et le minimum de Sainte-Guinée était audacieux. Trop élevé pour beaucoup, mais c'est précisément ce qui rendait l'événement exclusif. Les gens se battraient pour des invitations. « Il nous a devancés », dit doucement Caroline. « Il a annoncé le premier. » Peu importe. Vivienne repoussa le journal, forçant sa voix à paraître assurée. « Notre loterie sera meilleure, plus personnelle, plus... Vivienne !» Caroline s'assit en face d'elle, lui prenant la main. « Sois honnête avec moi. Est-ce toujours pour la charité ou pour le battre ?» Vivienne croisa le regard de son amie. Bonne question. Quand leur rivalité avait-elle commencé? Il y a 3 ans, au premier bal de la saison, lorsque Maximilian Drake, qui venait d'hériter du titre et de la fortune de son oncle, avait fait son apparition. Jeune, ambitieux, audacieux. Il s'était approché d'elle, lui avait demandé une danse et elle avait refusé, par habitude, parce que les duchesses ne dansent pas avec les comtes, surtout les nouveaux. Il avait accepté le refus avec un sourire, mais dans ses yeux, elle avait vu un défi. Depuis ce jour, ils étaient rivaux. Dans chaque vente aux enchères, chaque projet caritatif, chaque jeu de société, il essayait de la surpasser, elle de lui rappeler sa place. Parfois elle gagnait, parfois lui, mais jamais, jamais, ils n'avaient été égaux. Je ne sais pas, avoua-t-elle enfin. Peut-être les deux. Caroline lui serra la main. Alors sois prudente, parce que j'ai vu comment il te regarde, et ce n'est pas seulement de la haine. Que veux-tu dire? Tu sais très bien. Caroline se leva, se dirigeant vers la porte. Il y a autre chose entre vous, quelque chose de dangereux, et tôt ou tard ça éclatera. Elle partit, laissant Vivienne seule avec ses pensées. Entre eux, que pouvait-il y avoir entre elle et Maximilian Drake, à part un mépris mutuel et la compétition? Elle se souvint de ce moment près de la voiture, de leur proximité, des battements de son cœur. Elle se souvint de son regard, de ce défi dans ses yeux verts. Non, Caroline se trompait. Il n'y avait rien. Il ne pouvait rien y avoir. Vivienne prit le journal et le jeta dans la cheminée, regardant les flammes dévorer le papier, réduisant l'annonce en cendres. Un bal masqué? Très bien. Qu'il ait son bal masqué. Elle aurait quelque chose de mieux. Le Royal Opera House de Covent Garden bourdonnait comme une ruche dérangée. Vivienne se tenait dans une loge du premier balcon, observant le parterre se remplir et faisant un calcul mental. La moitié des personnes présentes avaient déjà accepté de participer à sa loterie caritative. Les autres n'étaient qu'une question de temps et de la bonne approche. On jouait Quote 23 Sachanes de Mozart ce soir. Vivienne détestait l'opéra. Trop de pathos, trop prévisible. Mais l'opéra était le lieu où se réunissait toute la société londonienne, où les intrigues se nouaient et les marchés se concluaient. Ici, dans la pénombre des loges, on pouvait chuchoter sans attirer l'attention. On pouvait observer qui était assis avec qui évitait qui portait de nouveaux diamants et qui avait vendu les anciens pour payer ses dettes. Elle portait une robe du soir en soie d'un saphir profond, avec un décolleté bordé de broderies d'argent. Les courtes manches ballons laissaient ses bras nus, et à ses poignets brillaient des bracelets en or blanc sertis de saphir. Les bijoux de famille des Berkeley, hérités à la mort de son mari. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure haute, ornée d'un diadème d'où pendaient chants de fines chaînettes d'argent, avec de minuscules saphirs. Son apparence était calculée dans les moindres détails. Élégance, pouvoir, inaccessibilité. « 27 murmura Lady Caroline, assise à côté d'elle. Elle portait une robe plus modeste de couleur pêche, les cheveux simplement coiffés. Caroline restait toujours dans l'ombre, par choix. C'était plus facile pour observer, écouter, recueillir des informations. Il propose une leçon d'équitation dans ses écuries, et Lady Harrington a accepté de faire visiter sa collection de peintures. Excellent.
Vivienne déploya son éventail en soie peinte. Et le prince régent? Il réfléchit encore. Son secrétaire a promis une réponse d'ici la fin de la semaine. Vivienne hocha la tête, regardant en bas. Au parterre, Lady Jersey était assise avec ses filles, non loin du duc de Devonshire, avec sa nouvelle maîtresse, qu'il tentait de faire passer pour sa cousine. Les loges se remplissaient lentement. La haute société n'était jamais pressée. Arriver à l'heure signifiait être trop intéressé. Et soudain, elle le vit. Maximilian Drake entra dans la loge d'en face. Troisième balcon, un peu sur la droite. Il était accompagné d'une femme, et Vivienne sentit quelque chose de désagréable s'agiter en elle. Lady Isabella Wharton. Une jeune veuve belle, spirituelle, avec des relations à la cour et une fortune qui faisait d'elle l'un des partis les plus convoités de la saison. Maximilien l'aidait à retirer sa cape, un geste galant, presque intime. Lady Isabella souriait en lui touchant la main. Ils s'assirent et Vivienne remarqua leur proximité. Trop grande pour un simple accompagnement. « Il a amené Lady Wharton », nota Caroline, suivant le regard de son amie. « Intéressant. Pourquoi intéressant ?» Vivienne força sa voix à paraître indifférente. « Il a le droit d'amener qui il veut, bien sûr. Mais Lady Wharton est connue pour sa philanthropie. Elle dirige la fondation pour l'aide aux enfants démunis. S'il l'associe à son bal masqué, elle ne termina pas. Mais Vivienne comprit. Le soutien de Lady Wharton signifiait le soutien de tout un réseau d'organisations caritatives. Cela signifiait de la publicité, de l'argent, de l'influence. Malédiction. Il avait 3 coups d'avance. Comme s'il avait senti son regard. Maximilien leva la tête. Leurs yeux se croisèrent à travers la salle, et un sourire naquit sur ses lèvres. Il se pencha vers Lady Wharton, lui murmura quelque chose à l'oreille, et elle rit en se couvrant la bouche de son éventail. Vivienne se détourna, serrant son éventail si fort que les baleines de bois craquèrent. C'était intentionnel, il voulait qu'elle voie. Il voulait lui montrer que ses relations n'avaient rien à envier à son titre. « Côte dans cette hausse », dit-elle doucement, mais avec détermination. « Que te demande mon côte temps que te tourne. » Vivienne se tourna vers son amie, et une lueur prédatrice brillait dans ses yeux. « Côte tiloise. » Caroline hocha la tête et disparut derrière le rideau de la loge. Vivienne resta seule, regardant la scène où le premier acte commençait. Les chanteurs chantaient, l'orchestre jouait, mais elle n'entendait rien. Toute son attention était concentrée sur la loge d'en face, sur la silhouette d'un homme en frac bordeaux, dont les yeux verts se posaient de temps en temps sur elle. L'entracte arriva 1 heure plus tard. Vivienne sortit de sa loge pour se rendre dans le foyer, un immense espace au sol de marbre, avec des colonnes et des lustres de cristal. C'est là que l'on se retrouvait pendant les pauses. Les dames exhibaient leur tenue, les messieurs discutaient de politique et d'affaires. Les jeunes filles gloussaient derrière leurs éventails, tandis que leur mère cherchait en des parties convenables. Elle prit une coupe de champagne sur le plateau d'un laquais qui passait, et s'adossa à une colonne, observant la foule. Lady Wharton se tenait près du mur opposé, entourée d'un groupe d'admirateurs. Maximilien était à ses côtés, mais pas trop près. Il gardait ses distances, la laissant briller par elle-même. Malin. Les hommes trop insistants perdaient vite l'intérêt des dames. « Votre grâce. » Vivienne se retourna. Caroline était de retour, le visage triomphant. Lady Wharton a accepté de parler. Elle arrive dans quelques minutes. « Excellent. Que lui as-tu dit? Que vous proposez quelque chose qui pourrait rapporter plus d'argent à sa fondation que le bal masqué du comte Drake. » Vivienne sourit. La bonne approche. Lady Wharton était noble, mais pas stupide. Elle ne choisissait pas par sympathie, mais par résultat. Elle se retirait dans un coin discret du foyer où se trouvait une banquette de velours. Quelques minutes plus tard, Lady Wharton apparut, une grande femme d'une 30aine d'années, aux cheveux roux dorés et aux yeux gris intelligents. Elle portait une robe de satin vert, simple, mais d'une coupe impeccable. Pas de bijoux superflus, juste un collier de perles. « Côte de 46, dit-elle en faisant une révérence. « Côte de 46, côte de 50.
Vivienne désigna la banquette. Une fois tout le monde installé, elle alla droit au but. Côté 49, Lady Wharton haussa un sourcil. Côté 231, côté Tuncan. Vivienne marqua une pause, laissant ses mots faire effet. Côté 252. Isabella garda le silence, réfléchissant à la proposition. Vivienne voyait son esprit travailler, rapide, vif, calculateur. Côté 253, demanda-t-elle enfin. Côté 254. Vivienne se pencha en avant. Côté 255. Un long silence. Isabella regardait Vivienne comme si elle essayait de lire entre les lignes. Puis elle hocha lentement la tête. Côte 258 dans quoi 200. Vivienne réfléchit. L'idée était sensée. Mieux encore, elle était brillante. Élargir le cercle des participants signifiait élargir le cercle des acheteurs de billets. Marché conclu. Elles se serrèrent la main, un geste informel, presque masculin, mais c'est ce qui rendait l'accord réel. Isabella se leva. Alors, envoyez-moi les détails demain. Je contacterai mes équipes. Elle partit, se fondant dans la foule. Caroline se tourna vers Vivienne avec admiration. Tu viens de lui ravir son allié. Elle n'était pas son allié. Elle était une investisseuse potentielle. Vivienne termina son champagne, sentant le goût de la victoire. Et maintenant, elle est à moi. Il ne te le pardonnera pas. Qu'il ne me pardonne pas. Mais lorsque Vivienne leva les yeux, elle vit Maximilien. Il se tenait à quelques pas, adossé à une colonne, et la regardait. Son visage n'exprimait ni colère, ni déception. Juste une froide évaluation. Leurs regards se croisèrent. Et il leva lentement, délibérément, sa coupe. En guise de salut ou de défi, elle ne pouvait le dire. Puis il se retourna et partit. Vivienne ressentit une étrange déception. Elle s'attendait à une confrontation, s'attendait à ce qu'il s'approche, dise quelque chose de piquant. Mais il était simplement parti, comme si elle ne valait pas son attention. Cela l'agaçait plus que n'importe quelle dispute. Le lendemain, Vivienne reçut une lettre. Elle arriva le matin, livrée par un coursier en livrée des Drake, Bordeaux et or. Le majordome la lui apporta sur un plateau d'argent alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans le jardin d'hiver. Une petite pièce avec un toit en verre et de nombreuses plantes en pot. Vivienne brisa le seau, de la cire verte avec les armoiries des Drake, et déplia la feuille. L'écriture était ample, assurée. Côte de Sotitis. Vivienne relut la lettre 2 fois, ressentant un mélange d'irritation et d'autre chose. Il l'invitait à son bal masqué. Pourquoi? Pour flatter son ego, en montrant qu'il ne lui en tenait pas rigueur. Ou était-ce un piège? Et ce post-scriptum, elle ne portait jamais de robe de couleur ivoire. Elle la vieillissait, rendait son teint pâle. Comment connaissait-il ses goûts? Vivienne posa la lettre, prenant sa tasse de thé. Par la fenêtre du jardin d'hiver, on voyait la cour où un jardinier taillait les buissons. Septembre était doux, mais l'air sentait déjà l'automne. Les feuilles humides et la fumée des cheminées. Aller au bal masqué? Stupide. C'était son territoire, ses règles. Mais refuser, c'était montrer sa faiblesse. Montrer qu'elle avait peur de la confrontation. Et Vivienne Berkeley n'avait peur de personne. Elle sonna et le majordome apparut. « Faites venir Lady Caroline, immédiatement. » Une demi-heure plus tard, elles étaient dans le bureau, et Vivienne montra la lettre à son amie. « Il t'invite », dit Caroline en relisant les lignes. « C'est inattendu. C'est une stratégie. Il veut que je vienne. Il veut montrer qu'il contrôle la situation. Ou il veut que tu sois là. » Caroline leva les yeux, et une lueur de compréhension brilla dans son regard. « Vivienne, il y a quelque chose entre vous. J'ai vu comment vous vous regardez. Nous sommes ennemis. Les ennemis ne s'écrivent pas de lettres avec des post-scriptums sur les robes. » Vivienne se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Caroline avait raison, bien sûr. En 3 ans, leur rivalité s'était transformée en quelque chose de plus complexe. Ils s'étaient étudiés, connaissaient leurs faiblesses, leurs habitudes, leurs préférences, savaient comment blesser,
savait comment provoquer. Mais la connaissance n'est pas un sentiment. Ce n'est pas de l'attirance. Ou peut-être que si. Que ton doigt c'est maman, ça, dit-elle lentement. Que du sati, Caroline réfléchit. Que te noitini, que te tuance. Un sourire effleura les lèvres de Caroline. Que te denk, le bal masqué était prévu pour le samedi. Le domaine de Hollow Hill se trouvait à 1 heure de route de Londres, dans le Berkshire. Vivienne partit au crépuscule, seule. Caroline était restée en ville pour s'occuper des préparatifs de la loterie. La voiture roulait sur une route sinueuse bordée de chênes. À travers la fenêtre, on apercevait des collines boisées et les lumières lointaines des villages. L'air était frais, sentant la bruyère et la pluie, bien que le ciel restât clair. Vivienne vérifia son masque. Il reposait sur le siège à côté d'elle, enveloppé de velours. Caroline l'avait trouvé chez le meilleur artisan de Londres. Un demi-masque vénitien en velours noir, brodé de fils d'argent et de minuscules grenats. Il couvrait la partie supérieure du visage, laissant les lèvres et le menton découverts. Il était accompagné de gants de dentelle noire montant jusqu'au coude et d'une cape de satin noir. Le costume était audacieux. Une robe de soie rouge foncé, presque couleur vin. Le décolleté était profond, la taille empire soulignée par un ruban noir, l'ourlet sans ornement, mais avec une longue traîne. Les manches étaient courtes, couvrant à peine les épaules. Ses cheveux étaient lâchés, une rareté pour une femme mariée, mais coiffés en une tresse complexe entrelacée de rubans noirs et de grenats. L'ensemble était provocateur, dangereux, exactement comme elle voulait être ce soir. La voiture tourna dans l'allée et le domaine apparut. Hollow Hill était une vieille bâtisse de pierre grise, avec des tourelles et de hautes fenêtres. La façade était éclairée par des centaines de torches et devant l'entrée, une foule de voitures. Les invités entraient et sortaient, le rire et la musique s'échappant des portes ouvertes. Vivienne mit son masque, jeta sa cape sur ses épaules et sortit. Personne ne la reconnut. Elle n'était qu'une invitée masquée parmi des dizaines d'autres. Elle entra dans la maison et la musique l'enveloppa. La grande salle était métamorphosée. Les murs étaient drapés de velours noir et argent, les lustres tamisés, l'éclairage provenait de centaines de bougies dans des candélabres d'argent. Les invités en costumes et masques remplissaient l'espace. Dames vénitiennes, pirates, déesses romaines, chevaliers médiévaux. L'orchestre jouait sur une galerie, et des couples dansaient au centre de la salle. L'anonymat. Un anonymat total, enivrant. Vivienne longea le mur, observant. Où était-il? Où était Maximilien? Du champagne, madame? Un laquais masqué lui tendit un plateau. Vivienne prit une coupe, buvant une petite gorgée. Le vin était excellent, français, cher. Maximilien ne lésinait pas sur les moyens. Vous êtes venu. Une voix dans son dos, basse, familière. Elle se retourna. Maximilien se tenait à quelques pas. Il portait un costume de style vénitien, un frac noir brodé d'argent, un masque noir couvrant la moitié de son visage. Mais ses yeux verts étaient reconnaissables, tout comme le sourire qui jouait sur ses lèvres. « Que ton votre toi à soi » dit Vivienne, sans essayer de nier. « Côte côte à 4. » Il s'approcha, ne laissant que quelques centimètres entre eux. « Je vous aurais reconnu sous n'importe quel masque, votre grâce, à votre prestance, à la façon dont vous tenez votre coupe, à la manière dont vous évaluez la salle, comme si c'était un champ de bataille. Peut-être que c'en est un. Alors permettez-moi de proposer une trêve, au moins pour une soirée. » Il lui tendit la main. « Une danse ?» Vivienne hésita. C'était un piège, elle le sentait. Mais la curiosité l'emporta sur la prudence. « Une seule danse, pas plus. » Ses doigts se refermèrent sur sa main, et il la conduisit sur la piste. L'orchestre se mit à jouer une valse, lente, sensuelle. Ils commencèrent à tournoyer, et Vivienne sentit sa main se poser sur sa taille, ferme, assurée. Ils dansaient en silence au rythme de la musique. Autour d'eux,
D'autres couples tourbillonnaient, mais Vivienne ne les voyait pas. Elle ne voyait que les yeux verts derrière le masque, ne sentait que la chaleur de sa main, l'odeur de santal et quelque chose d'autre, du whisky de qualité peut-être. « Kotomanatiya » demanda-t-elle enfin. « Kotosansandantias » Il se pencha plus près, son souffle effleurant son oreille. « Kotosansandantiya, Kotosansias » La musique s'accéléra, et ils tournoyèrent sur Katia plus vite. L'ourlet de sa robe volait, la traîne glissait sur le sol. Vivienne sentait son cœur battre au rythme de la valse. Son souffle se coupait. « Kotosansandantias » dit-il soudainement. « Kotosansandantias » Les mots la piquèrent. Vivienne s'arrêta au milieu de la danse, et plusieurs couples faillirent se faire les percuter. « Si vous pensez que je ne gagne que grâce à mon titre, alors vous êtes plus stupide que je ne le pensais. Et si vous pensez que je ne gagne que par la manipulation, alors vous êtes plus aveugle que je ne le pensais. » Il la tenait toujours, ne la lâchant pas. « Nous ne sommes pas si différents, votre grâce. Nous utilisons tous deux ce que nous avons. Nous voulons tous deux gagner à tout prix. Vous admettez donc que nous sommes ennemis. Ennemis ?» Il eut un petit rire, et quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. « Non, les ennemis veulent se détruire. Moi, je veux juste vous battre. Encore. Et encore. Parce que c'est la seule chose qui me donne l'impression d'être en vie. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et étranges. Vivienne le regardait, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière cet aveu. Se moquait-il d'elle? La provoquait-il? Ou disait-il la vérité? La musique se termina. Maximilien la lâcha, reculant d'un pas. « Merci pour cette danse, votre grâce. Profitez de la soirée. » Il partit, se fondant dans la foule. Vivienne resta plantée au milieu de la salle, sentant le monde vaciller sous ses pieds. « C'est la seule chose qui me donne l'impression d'être en vie. » Que voulait-il dire? Et pourquoi son cœur battait-il encore si vite, comme si la danse n'était pas terminée? Elle passa le reste de la soirée à observer les invités. Mais ses pensées étaient ailleurs. Lorsqu'elle rentra à Londres au cœur de la nuit, la première chose qu'elle fit fut de s'asseoir pour écrire une réponse. Puis, elle la déchira, et recommença, et déchira à nouveau. Parce qu'elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas ce qu'elle ressentait. Elle ne savait qu'une chose. Le jeu était devenu dangereux, trop dangereux, et elle n'était plus sûre de vouloir gagner. Ou peut-être, le voulait-elle trop? Maximilian Drake était assis dans son bureau de sa maison londonienne sur St. James Street, regardant la lettre que venait d'apporter un coursier et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le papier était épais, de qualité, et le sceau inconnu, de la cire noire, avec l'image d'une tête de loup. Il déplia le message, reconnaissant instantanément l'écriture, nette anguleuse, sans fioriture. Comte Drake, votre famille doit à la mienne une somme considérable. 12 000 livres pour être précis. Une dette contractée par votre défunt oncle il y a 20 ans et jamais remboursée. Vous avez 1 mois pour régler cette dette. Faute de quoi, je serai contraint de recourir à la loi et de confisquer le domaine de Hollow Hill en paiement. Je ne suis pas un homme de négociation. Je suis un homme de résultat. Sir Godfrey Blackwood. Maximilien relut la lettre 2 fois, puis la posa sur le bureau en acajou où s'entassaient des piles de factures, de documents commerciaux, d'invitations. Dehors, Londres vivait sa vie habituelle. Le claquement des sabots, les cris des marchands, au loin le son des cloches de l'église Saint-Martin. Mais pour Maximilien, le monde venait de basculer. 12 000 livres. Une somme énorme. Le domaine de Hollow Hill valait plus, mais seulement s'il était vendu en entier. Et trouver un acheteur en 1 mois était impossible. Il se leva, s'approchant de la fenêtre. Il portait une robe de chambre, en velours bleu nuit sur une chemise, et un pantalon. Le matin était trop avancé pour les visites, trop tôt pour dormir.
Il avait passé la nuit sur des documents, vérifiant des comptes, cherchant des moyens de réunir des fonds pour la loterie de la comtesse d'Essex. Et maintenant, ça, Sir Godfrey Blackwood. Le nom lui était familier, mais Maximilien ne pouvait se souvenir d'où. Un noble de province, un financier, un usurier. Il sonna, et son intendant, M. Turner, entra dans le bureau. Un homme d'une cinquantaine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard vif. Côte 307, côte 300 Turner prit la lettre, parcourant les lignes des yeux. Pas un muscle de son visage ne bougea, mais Maximilien vit une légère tension dans ses épaules. Côte 300, dit lentement l'intendant. J'ai entendu parler de lui. Il rachète à bas prix les dettes de vieilles familles, puis exige le remboursement intégral avec intérêt. Un homme impitoyable. Il a déjà ruiné plusieurs familles aristocratiques. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de lui? Il agit discrètement. Travaille par l'intermédiaire d'avocats, évite la société. On dit qu'il a fait fortune pendant la guerre contre la France, en approvisionnant l'armée. Pas de la manière la plus honnête. Maximilien retourna à son bureau, s'asseyant dans son fauteuil. Les pensées tourbillonnaient comme des abeilles dans une ruche dérangée. 12 000. Il avait environ 3 000 en liquidité. Le bal masqué en avait rapporté 2 autres. Le reste était investi dans le domaine, dans les terres, dans les affaires. Côte 313, ordonna-t-il. Côte 35, côte 305. Turner sortit, laissant Maximilien seul avec ses pensées. Il prit un verre de whisky. Trop tôt pour l'alcool, mais cela n'avait plus d'importance. Et en but une grande gorgée. Le liquide lui brûla la gorge, mais n'apporta aucun soulagement. Il y a 20 ans. Maximilien n'avait alors que 8 ans. Il vivait avec ses parents dans un petit domaine du Kent, loin du luxe de Londres. Son père était le fils cadet, sans titre ni fortune. Sa mère était morte en donnant naissance à une sœur qui n'avait pas vécu une semaine. Son père avait sombré dans la dépression. S'était mis à boire, à perdre aux cartes le peu d'argent qui leur restait. Puis, il était mort. Quand Maximilien avait 15 ans, son oncle, Lord Christopher Drake, l'avait recueilli. Sans enfant, solitaire, il avait élevé son neveu comme un fils, lui avait donné une éducation, des relations, un titre à sa mort 5 ans plus tôt. Maximilien avait tout hérité, le domaine, la fortune, les dettes, bien qu'il n'ait découvert ces dernières que progressivement. Son oncle était un joueur invétéré, il aimait le risque, les grosses mises, les affaires douteuses. Maximilien avait passé les 5 dernières années à régler ses comptes, à restaurer la réputation de la famille. Et maintenant que tout semblait en ordre, Blackwood apparaissait avec une dette vieille de 20 ans. Malédiction. Le soir, Turner revint avec des nouvelles. Mauvaises. La dette est réelle, milord. Les documents sont en règle. La signature de votre oncle est certifiée par un notaire. Aucune faille. Il posa un dossier sur le bureau. Mais j'ai appris quelque chose d'intéressant. Sir Godfrey Blackwood n'a pas seulement racheté votre dette. Il détient également des hypothèques sur plusieurs autres domaines, y compris. L'intendant marqua une pause et quelque chose qui ressemblait à de la compassion passa sur son visage. Côté 318, Maximilien se figea, digérant l'information. Vivienne? Elle-ci aussi était endettée envers Blackwood. De combien est-ce la dette? À peu près la même, 10 000 livres. Le duc de Berkeley a contracté l'emprunt peu avant sa mort, pour régler des dettes de jeu. Il est mort sans en rembourser un sou. Maximilien se renversa dans son fauteuil, souriant amèrement. L'ironie était presque comique. Lui et Vivienne, rivaux jurés, ennemis dans les jeux de la haute société, se retrouvaient dans le même bateau. Tous deux devaient de l'argent au même homme. Tous deux risquaient de tout perdre. Le sait-elle? Je n'en suis pas sûr, milord. Mais je suppose qu'elle l'apprendra bientôt. Blackwood agit méthodiquement. Il envoie des lettres lettrises à tous ses débiteurs en même temps. Maximilien se leva, s'approchant de la fenêtre. Le crépuscule tombait sur Londres. Les lanternes s'allumaient déjà, jetant des reflets chauds sur les pavés mouillés par la pluie.
Quelque part là-bas, dans son manoir de Park Lane, Vivienne Berkeley était peut-être assise à son bureau, lisant exactement la même lettre, ressentant le même froid, la même peur. La peur. Vivienne et la peur. Deux choses qui semblaient incompatibles. Elle avait toujours été l'incarnation du contrôle, de la force, de l'inaccessibilité. Mais maintenant, l'idée lui vint soudain, audacieuse et folle. Que t'es TV, que t'es 34 dans le côté 3. Maximilien se dirigea vers la porte. Côte 36. Il se changea rapidement, un frac marron foncé, un gilet couleur bronze, une cravate blanche, un pantalon noir et des bottes hautes. Il se coiffa en arrière, mais une mèche retomba quand même sur son front. Peu importe. Ce n'était pas le moment. La voiture le conduisit à Park Lane en 20 minutes. Le manoir des Berkeley était l'un des plus impressionnants de Londres. Un bâtiment de 4 étages en pierre de Portland blanche, avec des colonnes à l'entrée et des balcons aux étages supérieurs. Les fenêtres du premier étage étaient éclairées. Elle était chez elle. Maximilien gravit les marches et frappa. La porte fut ouverte par un majordome, un homme âgé au visage taillé dans la pierre. Le comte Drake désire voir la duchesse Berkeley. Affaire urgente. Le majordome le toisa d'un regard évaluateur. L'heure était tardive pour une visite, mais un titre ouvrait des portes. Sa grâce reçoit dans la petite bibliothèque. Veuillez me suivre. Ils traversèrent un hall orné de statues de marbre et d'un immense lustre, montèrent un escalier en acajou jusqu'au premier étage. Le majordome s'arrêta devant une porte, frappa et entra. Côte 3-9. Une pause. Puis la voix de Vivienne, froide et tendue. Côte 3-30. Maximilien entra dans la bibliothèque. La pièce était petite, confortable. Les murs étaient tapissés d'étagères du sol au plafond. 2 fauteuils étaient placés près de la cheminée, avec une table et une lampe entre eux. Sur la table, un livre ouvert, un verre de vin et, il la reconnut, une lettre au sceau noir. Vivienne était assise dans le fauteuil près du feu. Elle portait une robe d'intérieur en velours d'un violet profond, sans bijoux. Ses cheveux étaient lâchés, tombant sur ses épaules. C'était la première fois qu'il la voyait ainsi. Ils étaient plus longs qu'il ne le pensait, ondulés, d'une couleur châtain au reflet cuivré. Elle n'était pas maquillée, et il vit des taches de rousseur sur son nez, à peine visibles, mais bien là. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable, et plus belle que jamais. Vivienne se leva à son entrée, et le masque de la duchesse reprit sa place. Le dos droit, le menton levé, le regard froid, côte-trien. Sa voix était glaciale, mais il y perçut une note de tension. Que te traite-ça? Que te traite-ça? Il s'approcha, désignant la lettre. Avez-vous reçu un message de Sir Godfrey Blackwood? Vivienne se figea. Quelque chose passa dans ses yeux. La surprise, la peur. Comment le savez-vous? Parce que j'en ai reçu un aussi. Maximilien sortit sa propre lettre de sa poche, la posant sur la table à côté de la sienne. 12 000 livres, la dette de mon oncle. J'ai 1 mois, sinon je perds Hollow Hill. Elle regarda les lettres, puis lui. Le silence s'éternisa. « Que te trompeuse » dit-elle enfin, la voix tremblante. Elle ne termina pas, se détournant vers la cheminée. Maximilien l'observait, voyant ses épaules trembler, ses mains se serrer en poing. Vivienne Berkeley, la duchesse inaccessible, était au bord du gouffre. « Avez-vous l'argent » demanda-t-il sans détour. « Non. » Elle se retourna et son regard était un mélange de fureur, de désespoir et de fierté. « J'ai le domaine, les bijoux, les terres, mais pas de liquidité, pas de telle somme. Mon père a laissé des dettes. J'ai passé les 3 dernières années à les rembourser. Je pensais en avoir fini. Et maintenant, il y a Blackwood. Oui. » Elle eut un rire bref, sans joie.
Êtes-vous venu pour vous moquer, pour me montrer que même les duchesses ne sont pas à l'abri de la ruine? Non. Il s'approcha, si près qu'il sentait son parfum, du jasmin et quelque chose d'agrume. Côte 347. Vivienne se figea, le regardant avec incrédulité. Côte 347, côte 350. Elle haussa un sourcil. Côte 350, côte 352. Maximilien prit son verre de vin, buvant une gorgée. Côte 303. Vivienne gardait le silence, pesant ses mots. Maximilien voyait son esprit travailler. Rapide, vif. Elle le détestait, c'était évident. Le détestait pour des années de rivalité, pour ses manipulations, parce qu'il ne la laissait pas se sentir invincible. Mais maintenant, elle n'avait pas le choix. « Que proposez-vous concrètement ?» demanda-t-elle enfin. « Partageons les tâches. Vous utilisez vos relations à la cour, moi les miennes dans les cercles financiers. Vous cherchez des informations sur Blackwood dans la haute société, moi dans le monde des affaires. Tout ce que nous trouverons, nous le partagerons. Si nous trouvons un moyen de le neutraliser, nous l'utiliserons ensemble. Et si nous ne trouvons rien, alors nous mettrons nos ressources en commun. Nous vendrons quelque chose d'inutile, nous emprunterons à quelqu'un. Ensemble, nous avons plus de chance. » Vivienne s'approcha de la fenêtre, regardant le Londres nocturne. Maximilien attendait, sans la presser. Il savait qu'elles étaient fières, indépendantes. Demander de l'aide, surtout à lui, équivalait pour elle à un aveu de faiblesse. Mais elle était aussi intelligente. Et elle comprenait qu'elle ne s'en sortirait pas seule. « Côte croquite », dit-elle sans se retourner. Il sourit. Elle se retourna, et l'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Il s'approcha, lui tendant la main. Mais parfois, les ennemis sont les meilleurs alliés. Vivienne regarda sa main, puis son visage, hésita une seconde, deux. Puis elle prit sa main et leurs paumes se joignirent, fermement, comme un sceau sur un accord. Sa peau était chaude, lisse, ses doigts longs, élégants. Maximilien sentit une impulsion étrange, porter sa main à ses lèvres, baiser les jointures de ses doigts. Un geste démodé, presque oublié dans la société moderne. Mais il n'osa pas. Pas maintenant. Vivienne fut la première à lâcher sa main, reculant. Que te 365, coup de source. Maximilien réfléchit. Que te sait-on quoi que te trousse. Il se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Quand Drake? Il se retourna. Vivienne se tenait près de la cheminée, éclairée par la douce lumière du feu, et son visage avait une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « Côte 30 » demanda-t-elle doucement. « Côte 30 » Maximilien hésita. Bonne question. Pourquoi? La logique aurait voulu qu'il la laisse se débrouiller seule, qu'il observe sa lutte, qu'il utilise sa faiblesse. Mais il ne pouvait pas, et cela l'inquiétait. « Côte 3 » dit-il enfin. « Côte 3 » Il partit sans attendre de réponse. Le jour suivant, Maximilien le passa à recueillir des informations. Il visita 3 banques, 2 avocats et un vieil ami de son père, qui travaillait dans la City et connaissait tout des machinations financières de Londres. Le soir, le tableau commençait à s'éclaircir. Sir Godfrey Blackwood était encore plus dangereux qu'il n'y paraissait. Il ne se contentait pas de racheter des dettes. Il ruinait délibérément de vieilles familles aristocratiques, surtout celles qui le méprisaient pour ses origines modestes. Son père était boucher, sa mère blanchisseuse. Godfrey avait grandi dans la misère, mais s'était révélé un homme d'affaires de génie. Pendant la guerre contre la France, il avait approvisionné l'armée, faisant fortune grâce à la contrebande et à des prix exorbitants. Maintenant riche et influent, il se vengeait de l'aristocratie. Il achetait que leurs dettes pour une bouchée de pain, exigeait le remboursement intégral, s'emparait de leur domaine. Au cours des 10 dernières années, il avait ruiné 12 familles. Beaucoup d'entre elles avaient été contraintes de s'exiler pour échapper à leurs créanciers. Et le pire, c'est qu'il avait des relations. Au gouvernement, dans les tribunaux, dans la police. Des gens qui l'aidaient à contourner les lois, à accélérer les procédures de confiscation.
Maximilien était assis dans son bureau, parcourant ses notes, lorsqu'une deuxième lettre l'arriva, de Blackwood. Il la déplia, et un frisson lui parcourut le dos. Côté droit, Maximilien posa lentement la lettre. Blackwood savait. Il était au courant de leur alliance, de ses tentatives pour trouver des informations. Comment? Des espions? Ou simplement une bonne source d'informations? Peu importe. L'important était que l'adversaire était plus malin qu'il ne le pensait. Il se leva, s'approchant du coffre-fort mural, derrière le portrait de son oncle. Il l'ouvrit, en sortant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un pistolet, un cadeau de son oncle pour sa majorité. Maximilien ne l'avait jamais utilisé, mais maintenant, en regardant le métal froid, il ressentit un étrange réconfort. Si Blackwood pensait qu'il allait se rendre sans combattre, il se trompait. Maximilian Drake n'était pas du genre à reculer, même face à la ruine, même si pour gagner, il devait s'allier avec la femme qu'il détestait, et... non, n'y pensons pas maintenant. Il referma le coffre-fort, remettant le pistolet à sa place, et regarda l'heure. Minuit. Demain, rendez-vous avec Vivienne. Demain, il commencerait dans la vraie guerre. Et peut-être que demain, il comprendrait pourquoi la pensée d'elle ne lui donnait aucun répit. Pourquoi, en fermant les yeux, il voyait son visage éclairé par le feu de la cheminée, ses cheveux châtains aux reflets cuivrés, ses taches de rousseur sur le nez. Pourquoi, pour la première fois en 3 ans, la rivalité avait cessé d'être un simple jeu et était devenue quelque chose de bien plus dangereux. La librairie Hatchard sur Piccadilly était l'un des rares endroits à Londres où les titres n'avaient aucune importance. Ici, tous étaient égaux devant les livres. Les duchesses qui les côtoyaient, les avocats, les comtes, les professeurs d'université, les jeunes dames, les écrivains et les poètes. L'odeur des relures en cuir, de l'encre d'imprimerie et du vieux papier créait une atmosphère où l'on pouvait se perdre. Devenir un simple lecteur parmi les lecteurs. Vivienne entra à midi pile, vêtue de manière délibérément sobre. Une robe de promenade en laine gris foncé à taille haute et manches longues. Par-dessus un court Spencer noir garni de galons d'argent. Un chapeau à petit beachboard avec une voilette noire couvrant la moitié de son visage. Des gants, un réticule, une ombrelle. Aucun bijou, à l'exception de sa simple alliance. Elle voulait passer inaperçue, et elle y parvint. Quelques personnes la regardèrent et perdirent aussitôt tout intérêt. À l'intérieur de la librairie, il y avait du monde. Les étagères s'étendèrent du sol au plafond, remplies de livres de toutes tailles et de tous formats. Les clients déambulaient entre les rayons, feuilletant des pages, chuchotant avec les vendeurs. Près de la fenêtre, une table présentait les nouveautés de la saison, à côté d'un fauteuil où un vieux gentleman somnolait sur un recueil de poèmes. Vivienne s'enfonça dans la librairie, vers le rayon d'histoire, comme convenu. Elle s'arrêta devant une étagère de livres sur les empereurs romains, feignant d'examiner les dos. Son cœur battait plus vite que d'habitude. C'était stupide. Ils allaient simplement échanger des informations. C'était une réunion d'affaires, rien de plus. Mais la perspective de revoir Maximilien provoquait une étrange agitation. Côté droit. La voix dans son dos, basse, avec une légère moquerie. Vivienne se retourna. Maximilien se tenait à quelques pas, un livre à la main. Il portait une redingote bleu nuit, presque noire, un gilet argenté, une cravate blanche, un pantalon clair et des bottes hautes. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de se laver. Ses yeux verts l'étudiaient avec la même intensité que toujours. « Que te troisse » dit-elle en hochant froidement la tête. Mais son cœur accéléra traîtreusement son rythme. « Que te troisse, non ? Que te troisse » Il s'approcha, baissant la voix. « Avez-vous trouvé quelque chose ?»« Oui, mais pas ici. » Elle regarda autour d'elle. Trop de monde, trop près. « Que te troisse » Ils montèrent un escalier les trois. La salle de lecture était une petite pièce avec quelques tables, des fauteuils et des fenêtres donnant sur Piccadilly. Elle était vide pour le moment. Il faisait trop beau pour rester à l'intérieur. Vivienne se dirigea vers le coin le plus éloigné.
où se trouvait une table près de la fenêtre, et s'assit. Maximilien s'installa en face. « Alors, dit-il en posant son carnet sur la table, qu'avez-vous appris ?» Vivienne sortit de son réticule des feuilles de papier pliées. Sir Godfrey Blackwood, né à Whitechapel, fils de boucher, n'a pas fait d'études, mais s'est révélé un homme d'affaires de génie. Il a gagné son premier argent grâce à la contrebande pendant la guerre. Il approvisionnait l'armée en achetant des marchandises à des contrebandiers français par des intermédiaires. Elle marqua une pause. Puis il a commencé à racheter les dettes d'aristocrates ruinés. Ces 10 dernières années, il a ruiné 12 familles. 13, corrigea Maximilien. Le baronnet Wilmot s'est pendu il y a 3 mois, après que Blackwood lui a pris son domaine. Sa femme et ses enfants sont partis en Irlande, chez des parents. Vivienne pâlit. Elle ne connaissait pas ce détail. Un suicide. Blackwood poussait les gens au suicide. Il a des relations, poursuivit-elle, forçant sa voix à rester stable. Au gouvernement et dans les tribunaux. Il paie des fonctionnaires pour accélérer les procédures de confiscation, contourner les lois. Et il a... Elle hésita, ne sachant comment formuler. Il collectionne les informations compromettantes, sur tous ceux avec qui il traite. Des secrets sordides, des scandales types, qui peuvent détruire des réputations. Maximilien fronça les sourcils. Comment savez-vous cela? Lady Sandford. Son mari était l'un de ceux que Blackwood a ruinés. Elle me l'a raconté hier soir quand je lui ai rendu visite. Elle leur dit que Blackwood était au courant de la maîtresse de son mari, de son enfant illégitime. Il a menacé de rendre l'information publique s'il n'obtenait pas le remboursement intégral de la dette avec intérêt. Du chantage, dit Maximilien en s'adossant à sa chaise. Côte 3-4, côté 300. Ils restèrent en silencieux, digérant l'information. Dehors, les voitures passaient, les piétons se promenaient, les marchands criaient. Une journée londonienne ordinaire. Et eux, ils étaient assis là, à planifier comment affronter un homme qui avait déjà détruit plus d'une douzaine de vies. « Côté 3-5, dit Maximilien en ouvrant son carnet. « Côté 3, côté 3. Vivienne haussa un sourcil. « Côté 4, côté 400. Maximilien tapota la table du doigt. « Côté 4. Vivienne réfléchit, une idée commençant à se former dans son esprit. Côté 4, côté 14, côté. Maximilien sourit, un sourire prédateur, dangereux. Côté 14, côté 4, dit Vivienne en le regardant droit dans les yeux. Côté 14, côté 4. Ses yeux verts s'assombrirent. Vous l'avez dit vous-même, c'est un criminel, un maître chanteur. Il a poussé le baronnet Wilmot au suicide. Pensez-vous vraiment qu'il mérite l'honnêteté? Non, bien sûr que non. Mais une partie de Vivienne, celle qui avait été élevée avec les notions d'honneur et de dignité, protestait. Le mensonge, la tromperie, la manipulation, c'était indigne d'une duchesse. Mais perdre son domaine, la ruine, la honte, était-ce plus digne? Côte Katsi, dit-elle enfin. Côte Sirna, côte Cadouine, côte quoi? Vivienne fronça les sourcils. Côte 14, côte 14. Il se pencha en avant, ne laissant que quelques centimètres entre eux. Côte 4, les mots la piquèrent. Vivienne sentit le rouge lui monter aux joues. Côte 4, côte 4. La voix de Maximilien s'adoucit, devenant presque tendre. Vivienne, je comprends combien c'est difficile pour vous. Vous êtes habituée à être au-dessus, plus forte, intouchable. Mais maintenant, nous n'avons pas le choix. Nous devons lui donner ce qu'il veut voir. La faiblesse, la peur. Et ensuite, frapper quand il se relâchera. Son nom sans titre. C'était la deuxième fois qu'il l'appelait simplement Vivienne. Et cela fit se serrer quelque chose dans sa poitrine. Pas de la colère, pas de l'indignation. Autre chose, quelque chose de dangereux. « Ne m'appelez pas ainsi, » dit-elle. Mais sa voix n'était pas aussi ferme qu'elle l'aurait souhaité. « Côte 4, côte 14. » Il se renversa, mais son regard ne la quittait pas. « Côte 4. »
Côte 80. Vivienne se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient. Côte 4. Son nom lui avait échappé avant qu'elle ne puisse se retenir. Maximilien. Pas le comte, pas Drake, juste Maximilien. Il se leva lentement, contournant la table. Il se plaça si près qu'elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de santal et quelque chose d'autre, du whisky, du café, son propre parfum, qu'elle ne pouvait définir, mais qu'elle reconnaissait. « Côte 86, dit-il doucement, la voix rauque. « Côte 48, murmura-t-elle. Et le monde se réduisit à son visage, à ses yeux verts, qui la regardaient comme s'il lisait un en elle. « Je vous ai vu cette nuit-là dans la bibliothèque. J'ai vu la vraie Vivienne. Pas la duchesse, pas le masque, juste une femme qui a peur et qui se bat. Et elle est stylée magnifique. » L'air entre eux s'épaissit, se chargea d'électricité. Vivienne savait qu'elle devait reculer, le gifler, dire quelque chose de froid et de destructeur. Mais elle ne le pouvait pas. Elle était fille et, comme prise au piège par son regard. « Nous ne pouvons pas, murmura-t-elle. Nous sommes ennemis. Je sais. » Sa main se leva, ses doigts effleurant presque sa joue. Presque, mais pas tout à fait. « Mais si j'en avais assez d'être un ennemi. » « Alors que voulez-vous être ?» La question resta en suspens. Maximilien ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment, la porte de la salle de lecture s'ouvrit brusquement. Côte 435. Lady Caroline se tenait sur le seuil, le visage pâle, une lettre à la main. Côte 436. Vivienne s'écarta de Maximilien, sentant la chaleur envahir son visage. « Que fais-tu ici ? Le majordome a dit que vous étiez chez Hatchards. Je devais vous trouver immédiatement. » Elle tendit la lettre sans regarder Maximilien. « Ceci est arrivé il y a 1 heure. C'est urgent. » Vivienne prit la lettre, reconnaissant le sceau noir. Blackwood. Elle la déplia, la lut, et le sang quitta son visage. « Qu'y a-t-il » Maximilien s'approcha, lisant par-dessus son épaule. La lettre était brève, quelques lignes seulement, code 401, 100 livres par jour. C'était monstrueux. Pour les 3 semaines restantes, la dette augmenterait de plus de 2000 livres. « Il nous manipule, » dit Maximilien, la voix pleine de fureur. « Il nous force à nous presser, à agir sans réfléchir. Alors nous n'allons pas nous presser. » Vivienne plia la lettre, la rangeant dans son réticule. Sa voix était ferme, bien qu'à l'intérieur tout tremblât. « Nous irons demain, mais nous nous préparerons. Nous rassemblerons toutes les informations possibles. Nous pèserons chaque mot. Il veut nous voir faibles? Montrons-lui la faiblesse. Et ensuite, nous frapperons. » Maximilien la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Que t'es Catherine Narcotica. » Elle croisa son regard. « Que t'es corse. » Caroline toussa, rappelant discrètement sa présence. « Que t'es Catherine, que t'es Catherine. » Vivienne se tourna vers Maximilien. « Que t'es Catherine. » Elle marqua une pause. « Que t'es Kenjante, que t'es Chinasidosaus, » répondit-il. « Que t'es Kantinti, que Elle partit, et ce n'est qu'une fois sortie de la librairie qu'elle s'autorisa à expirer. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop vite. Ce moment dans la salle de lecture, quand il était si proche, quand il disait ces mots, Code 69. Personne ne l'avait jamais qualifiée de magnifique. Élégante, oui. Impressionnante, bien sûr. Mais pas magnifique. Ce mot impliquait quelque chose de plus que l'apparence. Il impliquait une vision de l'âme. « Vivienne, » dit Caroline en lui prenant le bras. « Que s'est-il passé là-haut, entre vous et le comte ? Rien. Ne me mens pas. J'ai vu comment vous vous regardiez. C'était... » Elle chercha le mot. « Intense ?» Vivienne monta dans la voiture, se tournant vers la fenêtre. Caroline avait raison. C'était intense, trop intense. Ils étaient ennemis depuis 3 ans, et soudain tout avait changé. L'alliance, la menace de Blackwood, ces moments de proximité qu'elle ne pouvait expliquer. « Quote Cassansin » avoua-t-elle doucement. « Quote qu'on en a, quote quoi si, quote quoi, quote quandre, quote » répéta-t-elle fermement.
Mais les mots sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Côté 477. Côté 700, lui Caroline sourit tristement. Côté 409, Vivienne ne répondit pas, parce qu'au fond d'elle, elle savait que Caroline avait raison. Quelque chose changeait, lentement, inexorablement, et elle ne savait pas comment l'arrêter, ni si elle voulait l'arrêter. La nuit, Vivienne ne dormit pas. Elle resta allongée dans son lit, regardant le plafond où les ombres des lanternes de la rue dansaient une danse étrange. Demain, la rencontre avec Blackwood. Demain, elle verrait l'homme qui menaçait de détruire tout ce qu'elle possédait. Mais ce n'était pas à Blackwood qu'elle pensait le plus. Elle pensait à Maximilien, à ses mots, à son regard, à la façon dont son cœur battait quand il était près d'elle. Elle se leva, s'approchant de la fenêtre. Londres dormait. Les rues presque désertes. Quelque part là-bas, dans sa maison, Maximilien ne dormait pas non plus. Elle le sentait, par une sorte de connaissance étrange et inexplicable. Ils étaient liés maintenant, pas seulement par une alliance contre Blackwood, par quelque chose de plus grand, quelque chose qui l'effrayait et l'attirait à la fois. Vivienne posa sa paume contre la vitre froide, fermant les yeux. Kututhat. Et si elle aussi en avait assez? La question resta sans réponse. Mais demain, elle le reverrait. Et peut-être trouverait-elle une réponse. Ou peut-être que les questions se multiplieraient. Elle retourna au lit, tirant la couverture sur elle, et s'endormit enfin. Dans son rêve, elle et Maximilien dansaient au bal masqué. Mais les masques tombaient, et quand elle voyait son visage, il souriait. Pas avec moquerie, ni avec défi. Il souriait, simplement. Et ce sourire était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Threadneedle Street dans la City sentait l'argent et le papier. La rue étroite était bordée de bureaux, de banques, de cabinets d'avocats, des bâtiments de briques sombres aux petites fenêtres et aux portes lourdes. Il n'y avait ici ni l'élégance de Mayfair, ni l'éclat du West End. Ici, on travaillait, on comptait, on concluait des marchés qui décidaient du sort de familles entières. Vivienne se tenait à l'angle de la rue, regardant le numéro 17, un bâtiment de 3 étages, avec une plaque de cuivre à l'entrée. J. Blackwood & Co. Opération financière. L'horloge de l'église voisine sonna 5h moins. 5h moins le quart. Elle était arrivée en avance exprès. Elle voulait voir les lieux, rassembler ses pensées, se préparer. Elle portait une robe de jour en velours vert foncé, sobre et élégante. Taille haute, manches longues fermées par de minuscules boutons du poignet au coude, ourlet sans ornement. Par-dessus, une longue cape de laine noire à capuche bordée de fourrure. Un chapeau à petits bords orné d'une seule plume noire. Des gants, un réticule. Aucun bijou. Elle ne voulait pas donner à Blackwood une raison d'évaluer sa fortune, à son apparence. « Votre grâce !» Elle se retourna. Maximilien arrivait de Lombard Street, une haute silhouette dans le crépuscule d'une journée d'automne. Il portait une redingote gris anthracite, un gilet noir, une cravate bleu foncé, un pantalon noir et des bottes. Une canne à pommeau d'argent à la main, pas pour s'appuyer, mais comme accessoire, ou peut-être comme une arme en cas de besoin. Ses cheveux étaient coiffés sobrement, son visage sérieux, sans sa moquerie habituelle. Il paraissait plus âgé, plus dur, prêt au combat. « Comte Drake », dit-elle en hochant la tête, la voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Côté 14, côté 14. » Il s'arrêta à côté d'elle, leurs épaules se frôlant presque. « Côté 7, côté 400. » Il eut un rire bref, sans joie. « Côté 15. » Une pause s'installa. Le crépuscule s'épaississait. Les allumeurs de réverbères commençaient à leur tourner, allumant les lampes de rue une par une. Le bureau de Blackwood était éclairé. Une lumière brillait aux fenêtres du premier étage. Il les attendait. « Que tu m'acceptes, dit Vivienne doucement, et son nom sur ses lèvres sonna étrangement intime. Que te vois-tu, il se tourna vers elle, et une lueur chaude passa dans ses yeux verts. « Que te quatre. »
Les mots restèrent suspendus entre eux, lourdes de sens. Pas tant que je serais là. Une promesse? Un serment? Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'à ces mots, quelque chose se serra dans sa poitrine, à la fois douloureusement et doucement. « Allons-y, dit-elle, brisant l'instant. Ils traversèrent donc la rue, gravirent les marches de pierre jusqu'à la porte du bureau. Maximilien frappa, fermement, avec assurance. La porte fut ouverte par un commis, un jeune homme à lunettes, les doigts tachés d'encre. Côte-catane. Ils entrèrent dans un couloir étroit, sentant le vieux papier et la cire. Au mur, des portraits dans de lourds cadres, non pas des ancêtres, mais des bâtiments, des domaines, des usines, des entrepôts, les propriétés que Blackwood avait prises à ses débiteurs, comprit Vivienne, les trophées de sa guerre contre l'aristocratie. Le commis les conduisit au premier étage, s'arrêta devant une double porte en chêne foncé. Il frappa et, sans attendre de réponse, ouvrit. Quot cartinas. La voix était basse, rauque, avec un accent de l'East End mal dissimulé sous un vernis d'éducation. Vivienne franchit le seuil, et la première chose qu'elle sentit fut le froid. Un feu brûlait dans la cheminée, mais il ne dégageait aucune chaleur, comme si l'air lui-même était imprégné d'une détermination glaciale. Le bureau était grand, avec de hauts plafonds et des fenêtres donnant sur Threadneedle Street. Le mobilier était cher, mais de mauvais goût. Un bureau massif en acajou, des fauteuils recouverts de cuir, des armoires remplies de documents. Au mur, des tableaux, manifestement achetés lors des ventes de domaines ruinés, des paysages, des natures mortes, le portrait d'une dame en robe ancienne. Et derrière le bureau, il était assis, Sir Godfrey Blackwood. Vivienne ne savait pas à quoi s'attendre. Un monstre, une caricature d'usurier au nez crochu et aux yeux avides. Mais l'homme qui se leva à leur entrée était étonnamment ordinaire. De taille moyenne, de forte corpulence, la cinquantaine. Un visage large, rude, avec un nez charnu et des lèvres épaisses. Des cheveux gris, coupés courts, des yeux petits, sombres, vifs comme ceux d'un rat. Il était bien habillé, un frac noir, un gilet avec une chaîne de montre en or, une chemise blanche à col haut. À son doigt, une bague avec un gros rubis. Une tentative de paraître gentleman, mais quelque chose dans sa posture, dans ses gestes, trahissait ses origines modestes, côte Warset. Il s'inclina, avec une pointe d'ironie dans son geste. « Que te cartote cote conos » dit Vivienne en hochant froidement la tête, sans faire de révérence. Elle n'allait pas lui accorder cet honneur. « Nous sommes venus à votre invitation. Et j'apprécie votre ponctualité. Asseyez-vous, je vous en prie. » Il désigna 2 fauteuils devant le bureau. Vivienne et Maximilien s'assirent, et elle sentit le genou de Maximilien effleurer le sien un instant, à peine perceptible, mais suffisant pour lui rappeler « Tu n'es pas seul ». Blackwood retourna à son fauteuil, s'adossant et croisant les doigts sur son ventre. Il les étudiait avec un plaisir mal dissimulé. « Quot catus, dit-il la voix moqueuse. « Quot 96. Quot 436, dit Maximilien calmement. Mais Vivienne entendit la tension dans sa voix. Quot 425. Quot 496. Blackwood sortit 2 dossiers du tiroir de son bureau, les ouvrant. Quot 470, Maximilien pâlit. Quot 400. Scartinet, Blackwood sourit, montrant des dents jaunes. Quot 500. Vivienne serra son réticule si fort que ses doigts s'engourdirent. C'est du vol, c'est du commerce. Blackwood referma les dossiers. Vos parents ont contracté des emprunts sur leur parole de gentleman. Je leur ai donné l'argent. Ils n'ont pas remboursé. Maintenant, c'est moi qui paye. Ou plutôt, vous. Nous n'avons pas de telles sommes en liquidité, dit Maximilien, la voix plus dure. Vous le savez très bien. C'est précisément pourquoi vous avez fixé un délai si court. 1 mois, je trouve cela généreux. Blackwood se leva, s'approchant de la fenêtre. Il se tenait de dos, regardant la rue. Que 507. Vivienne et Maximilien échangèrent un regard. Voilà, le piège.
Que au 508 demanda Vivienne. Blackwood se retourna, et une lueur prédatrice brilla dans son regard. Que au 538, il fit un pas en avant. Que tenait-il futur? Maximilien haussa un sourcil. Que s'en côté Pinterest. Blackwood s'approcha, posant les mains sur le bureau et se penchant. La duchesse Berkeley et le comte Drake m'invitant à leurs événements, me présentant à des personnes influentes, me recommandant pour l'adhésion à des clubs privés. Cela changerait tout. Vivienne sentit le dégoût monter en elle. Il voulait les utiliser comme un billet d'entrée dans un monde qu'il méprisait. Il voulait qu'ils vendent leur nom, leur réputation. « Côte 515 » demanda-t-elle, forçant sa voix à rester stable. « Côte fiance ». Blackwood se redressa, croisant les bras sur sa poitrine. « Côte fien »« Côte fiance » remarqua froidement Maximilien. « Côte fiance »« Côte fiance » Blackwood retourna à son fauteuil. « Côte si ». Il ne termina pas, mais la menace plana dans l'air, lourde et claire. Vivienne se leva, et Maximilien suivit son exemple. « Nous allons discuter de votre proposition, dit-elle, et nous vous donnerons une réponse dans le délai imparti. »« Excellent. » Blackwood sourit. « J'étais sûr que vous étiez des gens raisonnables. Au revoir, votre grâce, comte Drake. » Ils sortirent du bureau, traversèrent tantôt le couloir, descendirent l'escalier. Ce n'est qu'une fois dans la rue, lorsque la porte du bureau se referma derrière eux, que Vivienne s'autorisa à expirer. Ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade. « Ce misérable », murmura-t-elle, la voix brisée. « Il veut nous acheter, comme des objets, comme les tableaux dans son bureau. » Maximilien la prit par le coude, l'éloignant du bureau, à l'ombre d'un bâtiment voisin. Elle eut un rire hystérique. Il hésita, la regardant. Puis il dit lentement « Vivienne se figea. Le monde vacilla sous ses pieds. Maximilien parlait vite, fiévreusement, comme s'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il proposait. Vivienne le regardait, incapable de croire ce qu'elle entendait. Le mariage. Il proposait le mariage. Pas par amour, pas par passion, par calcul, par nécessité. Comme son premier mariage avec le duc de Berkeley, qui avait 30 ans de plus qu'elle n'aimait pas, qui était mort en lui laissant un titre et une liberté qu'elle chérissait plus que tout. « Vous êtes fou, » murmura-t-elle en reculant. Le mariage? Nous sommes ennemis, Maximilien. Pendant 3 ans, nous avons essayé de nous détruire. Je sais, mais quelque chose a changé. Il fit un pas en avant, ne laissant que quelques centimètres entre eux. Le sentez-vous? Je le sens. Depuis cette soirée au bal masqué, depuis cette rencontre à la bibliothèque. Chaque fois que je vous vois, quelque chose en moi. Il s'interrompit, détournant le regard. Une rougeur apparut sur ses pommettes, une rareté pour Maximilien, qui était toujours en parfait contrôle. Côte 541. Vivienne retenait presque son souffle. Côte 542. Il leva les yeux, et dans ses yeux verts dansaient des ombres et du feu. Que tu entends? Sa voix devint rauque. Côte 111. Les mots s'abattirent sur elle comme une vague. Vivienne sentit le monde se réduire à son visage, à l'odeur de santal, à la chaleur de son corps si proche. Il recula, lui donnant de l'espace. Réfléchissez. Nous avons 1 semaine avant de répondre à Blackwood. Réfléchissez si vous voulez. Ça. Nous. Il se retourna, s'éloignant dans le crépuscule. Vivienne resta là, adossée au mur froid, sentant son cœur battre à tout rompre, ses pensées tourbillonnant dans le chaos. Le mariage, avec Maximilien Drake, avec l'homme qu'elle considérait comme son ennemi, avec l'homme qui venait d'avouer qu'il la désirait. Et elle, le désirait-elle? Vivienne ferma les yeux, et son visage apparut devant elle, sérieux, tendu, vulnérable. Elle se souvint de ces mots. « Vous ne serez jamais seul, pas tant que je serai là. » Elle se souvint de la danse au bal masqué, du moment dans la salle de lecture de Hatchards de ses doigts effleurant presque sa joue.
Elle se souvint de la façon dont son cœur battait chaque fois qu'il était près d'elle. Mon Dieu! Elle le désirait si fort que cela l'effrayait. Mais désirer et accepter sont deux choses différentes. Le mariage signifiait renoncer à la liberté qu'elle appréciait tant. Signifiait lier sa vie à un homme qui connaissait toutes ses faiblesses, qui pouvait la blesser comme personne d'autre. Signifiait un risque énorme, terrifiant. Vivienne ouvrit les yeux, regardant le ciel où les premières étoiles perçaient à travers le smog londonien. Elle devait rentrer chez elle, réfléchir, tout peser, prendre la décision qui changerait toute sa vie. Mais alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, une pensée pulsait dans sa tête, insistante et effrayante. Et si ce n'était pas un risque? Et si c'était une chance? Chez elle, Caroline l'attendait. Elle était assise dans le petit salon près de la cheminée, triant les comptes de la loterie caritative qui n'avait jamais eu lieu. Blackwood avait absorbé toutes leurs forces, toutes leurs pensées. Vivienne! Elle sursauta, se précipitant vers son amie. Comment ça s'est passé? Qu'a dit Blackwood? Vivienne retira sa cape, s'asseyant dans un fauteuil. Elle se sentait épuisée, vide. Cote 550. Cote 551. Caroline se figea. Cote 532. Cote 533. Vivienne se massa les tempes, sentant un mal de tête poindre. Cote 154. Elle lui raconta la proposition de Maximilien. À chaque mot, Caroline pâlissait. Puis, lorsque Vivienne eut terminé, elle resta silencieuse un long moment. « Cote 50, dit-elle enfin. Cote 56, cote manquatasio, cote neti, cote manos. Caroline s'assit en face d'elle, prenant les mains de son amie dans les siennes. Cotani. La question resta en suspens. L'amour. Un mot si grand, si effrayant. Vivienne n'avait jamais aimé. Son premier mariage était de convenance et le duc était plus un père qu'un mari. Après sa mort, elle avait savouré sa liberté, ne voulant pas la perdre. Et maintenant? Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je sais que je pense à lui constamment. Je sais que mon cœur bat plus vite quand il est près de moi. Je sais que ses mots blessent et guérissent à la fois. Mais l'amour, c'est ça l'amour, dit doucement Caroline. Quand quelqu'un occupe toutes tes pensées, quand sa présence change le rythme de ton cœur, quand ses mots ont du pouvoir sur toi. Vivienne ferma les yeux. Peut-être que Caroline avait raison. Peut-être que c'était ça l'amour, inconfortable, effrayant, né de la rivalité et de la haine. Mais même si c'était le cas, cela signifiait-il qu'elle devait l'épouser? Cote 500, murmura-t-elle. Cote 506, cote 507. Caroline lui serra les mains. Cote 560, cote 100, cote 106. Vivienne ouvrit les yeux, croisant le regard de son amie. Cote 511, cote 672. Les mots sonnèrent comme une sentence. Et comme une libération, Vivienne passa le reste de la soirée dans la bibliothèque, feuilletant des livres qu'elle ne lisait pas. Ses pensées revenaient sans cesse à Maximilien, à sa proposition, à son aveu. « Je vous désire ». Des mots simples, mais ils avaient tout bouleversé. Lorsque l'horloge sonna minuit, Vivienne prit du papier et une plume. Elle commença à écrire. Elle s'arrêta, biffant les derniers mots. Elle recommença. Maximilien? Oui, Vivienne. Court, simple, effrayant. Elle scella la lettre, appela un domestique. Portez ceci au comte Drake, immédiatement. L'hôtesse CIA. Lorsque le domestique fut parti, Vivienne retourna à la fenêtre, regardant le Londres nocturne. Quelque part là-bas, Maximilien recevrait sa réponse. Lirait un seul mot, et comprendrait. Elle avait dit oui, avait accepté le mariage, l'alliance, la chance qui l'effrayait et l'attirait à la fois. La décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et pour la première fois depuis longtemps, Vivienne ne ressentait pas de la peur, mais de l'anticipation. L'anticipation de ce qui allait suivre. L'anticipation d'une vie qui n'était plus un jeu, mais quelque chose de réel. Maximilien ne dormait pas quand la lettre y arriva.
Il était assis dans son bureau, regardant les flammes dans la cheminée et essayant de comprendre ce qui l'avait poussé à cette proposition folle, le mariage, avec Vivienne Berkeley. Avec la femme qu'il considérait comme son ennemi, il y aille encore une semaine. Faux. Il ne l'avait jamais considérée comme une simple ennemie. Dès leur première rencontre il y a 3 ans, quand elle lui avait refusé une danse avec un sourire froid, il avait ressenti quelque chose de plus. De l'irritation, oui, le désir de vaincre, certainement, mais aussi de l'admiration. L'admiration pour son intelligence, sa force, la façon dont elle se tenait dans un monde où les femmes étaient rarement prises au sérieux. Et maintenant, il lui avait proposé de devenir sa femme. Et il attendait une réponse qui serait probablement un refus. Un coup à la porte le tira de ses pensées. « Côte 316 » dit le majordome en entrant avec un plateau d'argent. Une lettre de la duchesse Berkeley. Le coursier a dit que c'était urgent. Son cœur fit un bond. Maximilien prit la lettre, reconnaissant l'écriture sur l'enveloppe. Élégante, nette. Le sceau était simple. Sans armoirie, juste de la cire rouge. Ses doigts tremblaient en le brisant. Il déplia la feuille. Lut un seul mot. Oui. Tout s'arrêta. Sa respiration, son cœur, le temps. Un seul mot, mais il signifiait tout. Elle avait accepté. Maximilien ne savait pas s'il devait rire ou crier de soulagement. Il se leva, arpenta le bureau, relut la lettre comme s'il craignait que les lettres ne disparaissent, que ce ne soit qu'un mirage. Mais non. Le oui était là, écrit de sa main. Vivienne Berkeley, la duchesse indomptable, avait accepté de devenir sa femme. Maintenant, il fallait agir. Vite. Ils avaient en une semaine avant de répondre à Blackwood. Une semaine pour préparer le mariage, unir leurs fonds, trouver un moyen de réunir l'argent, ou de trouver un moyen de détruire Blackwood une fois pour toutes. Il sonna. Le majordome apparut instantanément. Vivienne ne s'était pas couchée après avoir envoyé la lettre. Elle était assise dans la bibliothèque, enveloppée dans un châle en cachemire, et regardait le feu mourant dans la cheminée. Elle portait une chemise de nuit en mousseline blanche, par-dessus une robe de chambre en velours bleu nuit. Ses cheveux étaient lâchés, tombant sur ses épaules. Sans maquillage, sans bijoux, juste Vivienne, sans masque. Elle s'attendait à ce que la lettre lui apporte un soulagement. La décision était prise, la voie choisie. Mais au lieu de soulagement, elle ne ressentait qu'une excitation nerveuse. Et maintenant? Maximilien avait reçu sa réponse. Mais qu'allait-il faire? Viendrait-il demain pour discuter des détails? Enverrait-il une réponse? Un coup à la porte la fit sursauter. Le majordome entra, le visage empreint d'une surprise à peine dissimulée. « Votre grâce, le comte Drake est arrivé. Je lui ai dit que l'heure était inconvenante. Mais il insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Vivienne se leva, resserrant son châle. « Faites-le entrer ici. Et, Hopkins, ne réveillez personne d'autre. C'est confidentiel. » Le majordome hocha la tête, bien que la désapprobation se lût sur chaque ride de son visage. Recevoir un homme de nuit et en robe de chambre, un scandale. Mais Vivienne s'en moquait. Les règles de bienséance semblaient si insignifiantes après ce qu'elle avait vécu. Maximilien entra une minute plus tard. Il portait toujours la même redingote grise que dans la journée. Mais elle paraissait maintenant froissée. Sa cravate desserrée, ses cheveux en désordre, comme s'il y avait passé les mains. Une lueur fiévreuse brillait dans ses yeux. « Quatre rencontraillères » dit-il en s'arrêtant sur le seuil, la voix brute, à nu. « Vous avez dit oui. Je l'ai dit. » Elle serra son châle, sentant son cœur battre la chamade. « Vous avez reçu la lettre. Je l'ai reçue, et je ne pouvais pas attendre jusqu'à ce matin. » Il entra, fermant la porte derrière lui. Il s'approcha si près qu'elle voyait les étincelles dorées dans ses yeux verts, sentait l'odeur de santal et de whisky. Côte santé. Vivienne le regardait, ce visage qui lui était devenu si familier ces dernières semaines. Des traits marqués, un menton volontaire, de fines lignes au coin des yeux.
les traces de nuits blanches et de lutte. Un beau visage. Quand l'avait-elle remarqué? Les deux, répondit-elle honnêtement. La nécessité m'a fait envisager la possibilité, mais j'ai accepté parce que... Sa voix trembla. Parce que vous avez raison. Quelque chose a changé, et je ne veux plus être votre ennemi. Alors que voulez-vous être? La question resta suspendue entre eux, lourde de non-dits. Vivienne fit un pas en avant, levant la main et touchant sa joue. Sa peau était chaude, légèrement rêche sous la barbe naissante. Il se figea sous son contact, retenant son souffle. « Je veux être votre femme, murmura-t-elle. Je veux savoir qui vous êtes sans les masques et les jeux. Je veux savoir si nous pouvons être plus que des rivaux. » Maximilien tourna la tête, baisant sa paume. Lentement, tendrement, si bien qu'une chaleur parcourut sa peau. « Côte, coin 15 » dit-il d'une voix rauque. « Vous êtes la seule femme qui m'ait fait sentir que je valais quelque chose. Pas le titre, pas la fortune, juste moi. » Elle l'attira plus près, et leurs lèvres se rencontrèrent. Timidement d'abord, presque craintivement. Mais ensuite, quelque chose s'enflamma, et le baiser devint plus profond, plus désespéré. 3 ans de tension, de rivalité, d'attirance inexprimée se déversèrent dans ce baiser. Maximilien l'enlaça par la taille, la serrant contre lui. Vivienne sentait chaque ligne de son corps, à travers le fin tissu de sa robe de chambre. Sentait son cœur battre à tout rompre. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux, l'attirant encore plus près. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous deux difficilement. Kotengseok murmura Vivienne, bien que ses mains le tiennent encore. Il appuya son front contre le sien. Elle éclata de rire. Pour la première fois depuis longtemps, un rire sincère, léger. Soupira-t-il. Qu'ils s'écartèrent, bien que leurs mains se tiennent toujours. Maximilien passa son pouce sur sa joue, écartant une mèche de cheveux. « Nous devons régler le problème Blackwood, » dit-il, revenant aux affaires. « Même si nous nous marions, même si nous unissons nos fonds, réunir 32 000 en une semaine sera difficile. Alors il nous faut un autre moyen. » Vivienne se dirigea vers la table où se trouvèrent ses notes. « J'y ai pensé toute la soirée. Blackwood n'est pas un simple usurier, c'est un criminel. Contrebande pendant la guerre, chantage, peut-être et autre chose. Si nous trouvons des preuves, nous pourrons le faire chanter à notre tour. » Maximilien s'approcha, étudiant les notes. Vivienne se souvint de sa conversation avec Lady Sandford. Maximilien se mit à arpenter la bibliothèque, son esprit travaillant fiévreusement. Vivienne sentit une poussée d'adrénaline. Pas devant les tribunaux, il y a acheté les juges. Mais dans la presse, un scandale pourrait le détruire aussi efficacement que n'importe quel verdict. Ils se regardèrent et une étincelle de compréhension brilla entre eux. Des années de rivalité leur avaient appris à penser de la même manière, à anticiper les coups de l'autre. C'était maintenant un avantage. « Nous avons 3 jours avant de répondre à Blackwood, » dit Maximilien. « Il faut agir vite. Alors commençons demain matin. » Vivienne s'approcha de lui, lui prenant la main. Côte 619. Maximilien rit, lui baisant la main. Côte Vivienne. Les mots sonnèrent étranges, inconnus, mais aussi justes. Si justes que cela lui coupait le souffle. Les 3 jours suivants furent un tourbillon. Vivienne et Maximilien se partagèrent les tâches. Elle rencontrait les veuves et les parents de ceux que Blackwood avait ruinés. Il recueillait des informations dans les cercles d'affaires, interrogeait des avocats, des banquiers, tous ceux qui pouvaient connaître les sombres secrets du financier. Le soir du 3e jour, ils avaient un dossier rempli de témoignages. Contrebande, confirmé par des documents d'un ancien partenaire de Blackwood, qui vivait maintenant en France. Chantage. Des dépositions écrites de 3 familles à qui il avait extorqué de l'argent en menaçant de révéler des scandales. Corruption de fonctionnaires, des noms, des sommes, des dates. Et le plus important, un meurtre.
Le baronnet Wilmot ne s'était pas simplement suicidé. Sa veuve avait trouvé une lettre d'adieu qu'elle avait cachée aux autorités. Elle y expliquait comment Blackwood n'avait pas seulement exigé le remboursement de la dette, mais avait aussi menacé la famille du baronnet. Sa femme, ses enfants. Il avait dit qu'il ferait en sorte qu'ils meurent dans la misère et la honte. Ce n'était pas un meurtre direct, mais l'incitation au suicide est un crime, surtout s'il y a des preuves de menace. Vivienne et Maximilien étaient assis dans le bureau de sa maison, passant en revue les documents. Il était bien après minuit. Les bougies étaient presque consumées. « Coteline 22 de... » dit Maximilien en s'adossant à son fauteuil. « Manigas va manane. » Si nous transmettons cela à la presse, le scandale détruira Blackwood. Il perdra ses relations, sa réputation, peut-être sa liberté. Mais il pourrait aussi s'enfuir, remarqua Vivienne, ou nous détruire en premier. Il a encore du pouvoir. Alors il nous faut une assurance. Maximilien prit une feuille de papier vierge. Écrivons-lui une lettre. Proposons-lui un marché. Nous nous taisons sur ses crimes, et il détruit nos dettes et disparaît de Londres, pour toujours. Du chantage, sourit Vivienne. Vous proposez de faire chanter un maître chanteur. Justice poétique. Il commença à écrire, et Vivienne observa le mouvement de la plume. Une écriture ferme sur assuré, comme tout chez Maximilien. Une fois la lettre terminée, ils la scellèrent et l'envoyèrent par coursier. La réponse devait arriver le matin. Vivienne resta chez Maximilien, trop tard pour rentrer, et de toute façon, ils allaient bientôt se marier, ce qui rendait la situation plus acceptable, bien que toujours scandaleuse. Maximilien la conduisit à la chambre d'amis du premier étage. La pièce était plus petite que ses chambres chez les Berkeley, mais confortable. Un lit à baldaquin, une cheminée, une fenêtre avec vue sur le jardin. « Bonne nuit, Vivienne », dit-il en lui baisant la main, s'attardant plus que nécessaire. Les mots lui échappèrent, c'est avant qu'elle ne puisse y réfléchir. Maximilien se figea. « Vivienne, nous ne... » « Je sais. » Elle sentit la chaleur envahir son visage. « Restez simplement près de moi. Je ne veux pas être seul ce soir. » Il hésita, une lutte se lisant sur son visage. Puis il hocha lentement la tête. « Très bien, mais seulement près de vous. » Ils s'allongèrent sur le lit, par-dessus le couvre-lit, entièrement habillés. Maximilien l'enlaça, et Vivienne se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Régulier, fort, apaisant. « Maximilien, » murmura-t-elle dans l'obscurité. Sa main caressait ses cheveux. Elle sourit, fermant les yeux. La fatigue l'envahit et quelques minutes plus tard, elle s'endormit, se sentant en sécurité pour la première fois depuis longtemps. La réponse de Blackwood arriva à l'aube, courte. Quelques lignes seulement. « J'accepte vos conditions. Les documents de dette seront détruits. Je quitte Londres aujourd'hui même. Vous êtes plus intelligent que je ne le pensais, ou plus sans scrupules. Dans tous les cas, vous vous méritez l'un l'autre. G.B. » Maximilien et Vivienne lurent la lettre ensemble, près de la fenêtre du bureau. La lumière du matin inondait la pièce. Les oiseaux chantaient dans le jardin. Un matin ordinaire. Mais pour eux, le début d'une nouvelle vie. Dit doucement Vivienne, la voix tremblante. Répéta Maximilien en l'enlaçant par les épaules. Ensemble. Ils restèrent ainsi quelques minutes, simplement enlacés. Puis Maximilien s'écarta, posant un genou à terre. Cotocus 48. Vivienne le regarda, surprise. Cotoconien, il prit sa main, et des lueurs chaudes dansaient dans ses yeux verts. Côté 50. Des larmes lui montèrent aux yeux. Vivienne s'agenouilla à côté de lui, prenant son visage entre ses mains. « Oui, 1000 fois oui, parce que je vous aime aussi. J'aime votre audace, votre intelligence, la façon dont vous ne me laissez pas me cacher derrière des masques. J'aime que vous me voyiez tel que je suis, et que vous n'ayez pas peur. »
Iachfonsinmon Kengitos. Leur baiser fut long, profond, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous deux à travers leurs larmes. « Quand » demanda Maximilien. « Quand le mariage ?»« Dans 3 jours. C'est suffisant pour la licence et une préparation minimale. » Vivienne se leva, l'aidant à se relever. Côte 605. Côte 656. Le mariage eut lieu dans la chapelle Saint-George sur Hanover Square, une petite église où les familles de la haute société se mariaient habituellement. Il n'y avait que 20 personnes. Lady Caroline, quelques amis proches de Vivienne, Oliver Crosby, un ami de Maximilien, et la comtesse d'Essex, qui avait appris les fiançailles et insisté pour être présente. Vivienne s'avança vers l'autel dans une robe de soie couleur champagne, simple et élégante. Taille haute, manches longues, en dentelle transparente. Un ourlet traînant légèrement sur le sol de marbre. Sur sa tête, une couronne de roses blanches, et dans ses cheveux, des épingles perlées. Pas de voile, pas de fioriture. Juste elle, marchant vers son avenir. Maximilien se tenait près de l'autel en frac noir, gilet blanc, avec une cravate nouée impeccablement. Quand elle apparut, son visage s'illumina d'un sourire. Pas moqueur, pas cynique, mais simple, heureux. Elle s'approcha, prit la main qu'il lui tendait, et le prêtre commença la cérémonie. Les mots étaient traditionnels, mais lorsqu'ils prononcèrent leurs vœux, chaque mot avait son poids. Côte 157, côte 654, côte 649. Quand Maximilien lui passa l'anneau au doigt, une simple bague en or gravée de leurs initiales à l'intérieur, Vivienne sentit les larmes lui monter aux yeux. Côte 631, dit le prêtre. Côte 6 aussi, hein. Maximilien l'attira à lui, et leur baiser fut tendre, presque révérencieux. Une promesse, un commencement. Les invités applaudirent, et lorsqu'ils sortirent de l'église, le soleil perça les nuages, inondant la place de lumière dorée. « Comtesse Drake », murmura Maximilien en lui baisant la main. « Comment cela sonne-t-il ? Étrange », avoua Vivienne, mais juste. La réception fut modeste, au manoir des Drake. Ils dansèrent, mangèrent, rirent. La comtesse d'Essex s'approcha d'eux, alors qu'ils se tenaient près de la fenêtre, observant les invités. Dit-elle avec un sourire rusé, « Mon plan a fonctionné. » Vivienne et Maximilien échangèrent un regard. « Votre plan ?» demanda Maximilien. « Bien sûr. » La comtesse s'éventait. Couteau scindé, couteau 75. Vivienne la regardait, stupéfaite. Couteau 72. La comtesse leur tapota les mains. Couteau 113. Elle s'éloigna, les laissant confus et émus. Elle nous a manipulés, dit Vivienne. Et nous devrions lui en être reconnaissants, dit Maximilien en l'enlaçant par la taille. Couteau 52, couteau 6. Vivienne se blottit contre lui. Couteau 7, couteau 100. Il l'embrassa sur la tempe, et moins douloureuse. Lorsque les invités furent en partie, que la maison fut vide et que la nuit tomba, Maximilien prit Vivienne dans ses bras et la porta jusqu'à sa, désormais, leur chambre. La pièce était éclairée à la lueur des bougies, le lit couvert de draps frais. Sur une table près de la fenêtre, une bouteille de champagne et 2 coupes. Il la posa, défaisant lentement les épingles de ses cheveux. Les boucles châtaines tombèrent sur ses épaules, et il y plongea les doigts. « Que t'es un » murmura-t-il. « Écoutez, écoutez, Vivienne souriait en déboutonnant son gilet. « Écoutez, si, Keka. » Ses mains glissèrent dans son dos, trouvant les agrafes de sa robe. « Écoutez, si, La robe glissa au sol, la laissant en fine chemise. Maximilien se figea, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. « Magnifique, » souffla-t-il. « La plus belle femme que j'ai jamais vue. » Ils tombèrent sur le lit. Et le reste de la nuit fut rempli de chuchotements, de caresses, de découvertes. Ils apprirent à se connaître sans masque, sans jeu, juste 2 personnes qui s'étaient trouvées à travers la rivalité, l'hostilité, des circonstances impossibles.
et qui avait découvert l'amour là où elle s'y attendait, le moins. 2 ans plus tard, Vivienne se tenait près de la fenêtre du salon du domaine de Hollow Hill, regardant Maximilien apprendre à leur fille de 6 mois. De 6 mois, Élisabeth, à rire. Il la lançait en l'air, la rattrapait, et le bébé éclatait de rire en agitant ses petites mains. « Cote !» cria Vivienne. « Côte dit Maximilien en serrant sa fille contre sa poitrine, l'embrassant sur le sommet de la tête. « C'est une Drake, nous ne tombons pas. C'est aussi une Berkeley, et nous savons garder notre équilibre. » Il s'approcha, lui tendant l'enfant. Élisabeth se tourna vers sa mère, attrapant une mèche de ses cheveux. « Elle sera une beauté, » dit Maximilien en les enlaçant toutes les deux. « Avec vos yeux et mon audace. Que Dieu nous vienne en aide quand elle fera ses débuts, » rit Vivienne. « Londres n'y survivra pas. » Sur la table, le Morning Post titrait « Le comte et la comtesse Drake organisent la Panacea, la plus grande vente de charité de la saison. 20 000 livres récoltés. » Ils avaient de gagner la compétition de la comtesse d'Essex, ensemble. Ils avaient de combiner leur loterie et organiser un événement grandiose qui était devenu l'événement de l'année. La comtesse était ravie et planifiait déjà le prochain projet. Sir Godfrey Blackwood avait disparu de Londres, comme promis. Des rumeurs disaient qu'il était parti en Amérique, où il avait lancé une nouvelle affaire sous un autre nom. Vivienne et Maximilien gardaient les documents sur ses crimes dans un coffre-fort, une assurance au cas où il déciderait de revenir. Mais ce que Vivienne chérissait le plus n'était pas la victoire sur Blackwood, ni le domaine sauvé, ni la reconnaissance sociale de leur union. Elle chérissait des moments comme celui-ci. Simple, calme. Maximilien à ses côtés, leur fille dans ses bras, le soleil inondant la pièce de sa lumière chaude. Elle chérissait le fait que l'ennemi soit devenu l'amour, que la rivalité se soit transformée en partenariat, que les jeux de patriciens se soient terminés par une vie réelle. Côte 50. Maximilien lui baisait le cou. Côte 689. Elle se retourna, l'embrassant. D'avoir choisi le oui, la meilleure décision de votre vie. Immodeste, honnête. Ils rirent et Élisabeth tapa dans ses mains, se réjouissant de leur rire. Dehors, le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes dorées et roses. Le début de l'automne, la fin de la journée. Mais pour Vivienne et Maximilien, ce n'était que le commencement. Le commencement d'une histoire née de l'hostilité, forgée dans les épreuves et épanouie dans l'amour. L'histoire de comment les meilleurs partenaires naissent parfois des meilleurs ennemis, et de comment les jeux de patriciens peuvent être menés aux résultats les plus inattendus, les plus magnifiques.